Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité de participer à ce colloque et aussi de présider cet atelier qui est déjà dit, est appelé Mauvais genre, masculinité, domestique, parentalité et normativité. Même si les normes masculines ne sont pas nécessairement mon étude d'expertise, je suis très heureuse de participer dans ce dialogue parce que beaucoup de sujets qu'on va voir avec les interventions de Tamara Boussac et Catherine Gallet touchent sur mes expertises. Et donc, d'abord, on va commencer avec Tamara Boussac, qui est docteur en histoire et civilisation des États-Unis. Sa thèse soutenue en 2020 à l'École des hautes études en sciences sociales porte sur la contestation conservatrice de l'aide sociale entre les années 1945 et 1975, en particulier dans l'État de New York. Son intervention s'intitule « Des hommes paresseux aux welfare queens », évolution de la figure du mauvais pauvre aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. C'est à vous, Tamara. Parfait, merci. Alors, en juillet 1961, Madame Lund, une habitante de Manhattan, écrit au sénateur républicain de New York, Kenneth Keating. Elle ne veut plus que ces impôts servent à financer des aides sociales indues à des personnes qui, selon elle, ne les méritent pas à cause de leur comportement. Elle formule une double critique genrée et réprouve à la fois, je cite, « les hommes trop paresseux pour travailler et les femmes licencieuses qui ont de nombreux enfants illégitimes ». De fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les politiques sociales aux États-Unis ont deux objectifs. Le premier est de fournir un revenu minimum de subsistance aux pauvres, et le deuxième est plus moralisateur et plus prescripteur. Il s'agit de transformer les comportements des pauvres pour leur inculquer les normes de la société dominante, des prescriptions à géométrie variable et articulées autour des lignes de genre et de race. Les historiennes de l'État-providence états-unien ont ainsi bien mis en avant les injonctions faites aux femmes. Empreintes d'un profond maternalisme et conçues par des élus hostiles à la mixité raciale, et en particulier, les programmes sociaux créés pendant le New Deal dans les années 30 ont en effet maintenu les femmes, et en particulier les femmes noires, dans un état de dépendance économique, avant de les soumettre au régime punitif du welfare à la fin des années 60. À la fin du XXe siècle, la figure de la welfare queen incarne bien le mauvais pauvre aux États-Unis. Il s'agit de femmes noires non mariées qui, à cause de leur sexualité débridée, supposément, ont de nombreux enfants hors mariage et vivent des largesses de l'État fédéral. Les hommes semblent en règle générale les grands absents de cette littérature pourtant pléthorique. Cependant, un autre stéréotype du mauvais pauvre demeure très vivace jusque dans les années 1950, auquel Madame Lund fait référence dans sa lettre. Celui des hommes paresseux ou défaillants. Irresponsables, ceux-ci préfèrent ne pas travailler pour vivre au crochet de l'État et se dérobent à leurs obligations familiales et financières. Déserteur familial ou réfractaire à l'effort, il incarne en tous les cas une masculinité dégradée et fait à ce titre l'objet d'injonctions spécifiques et de dispositifs humiliants mis en place par les pouvoirs publics. Mon but ici est de documenter les stéréotypes masculins du mauvais pauvre dans les discours politiques et publics aux États-Unis, ainsi que les dispositifs contraignants et normatifs dont ils ont pu faire l'objet dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, j'aimerais préciser ici que, ayant personnellement travaillé sur l'État de New York, je me concentrerai principalement sur le nord du pays et sur les institutions fédérales. Donc, ce que j'expose ici a des limites évidentes à mon sens et ne s'applique certainement pas au sud ségrégationniste des États-Unis. Les stéréotypes masculins ont de fait des origines anciennes, sur lesquelles j'aimerais revenir dans un premier temps. Dès la première moitié du XIXe siècle, la politique sociale se cristallise autour du problème des hommes physiquement aptes au travail, les able-bodied poor, mais qui ne travaillent pas et restent en marge de la société productive.
Ces hommes sans revenus sont pris en charge dans des workhouses qui se développent à partir des années 1820, des prisons où l'oisiveté et l'alcool sont proscrits. Les historiens et historiennes de l'État-providence ont bien montré les stéréotypes masculins du mauvais pauvre qui imprègnent ensuite les discours publics à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Premièrement, les hommes qui pourraient travailler mais qui restent inactifs par paresse. Et deuxièmement, les hommes qui dépensent leur argent de manière inconséquente plutôt que pour s'occuper de leur famille. Les pouvoirs publics se saisissent particulièrement du problème des pères déserteurs, des chefs de famille défaillants qui font sombrer leur famille dans la pauvreté. À New York, les hommes récemment immigrés d'Europe sont particulièrement visés. Ils sont décrits comme des maris délinquants ou des shiftless husbands, c'est-à-dire des hommes qui fuient leurs responsabilités familiales et préfèrent utiliser leur salaire pour leur propre plaisir. Les associations philanthropiques juives de New York, notamment, traquent les pères déserteurs au moyen de dispositifs d'humiliation publique, puisque, par exemple, les portraits des hommes en question sont placardés dans les rues. Et dans la première moitié du XXe siècle, l'ensemble des États de l'Union adoptent des lois qui criminalisent la désertion paternelle. Donc, en d'autres termes, assumer le rôle de chef de famille est indissociable de la masculinité respectable que les politiques sociales ont vocation à garantir. En 1935, en réponse à la Grande Dépression, l'État fédéral crée le programme Aid to Dependent Children, surnommé ADC, principalement touché par des femmes seules avec enfants à charge. Il devient l'une des aides sociales les plus attribuées du pays à partir de 1945. Si les dispositifs de gestion de la pauvreté sont à partir de ce moment-là beaucoup centrés sur les femmes, comme l'ont bien montré les historiennes de l'État-providence états-unien, un discours normatif portant spécifiquement sur les hommes persiste dans l'après-guerre, centré autour du travail défini comme valeur masculine. Et c'est sur quoi j'aimerais revenir à présent. Ce discours répond aux deux principales critiques émises dans la presse et les prises de position politiques. Tout d'abord, l'aide sociale encouragerait l'oisiveté en détournant du travail. Deuxièmement, les programmes encourageraient les naissances hors mariage, car il deviendrait avantageux, grâce à l'allocation ADC, de ne pas se marier et de faire des enfants en dehors du mariage, à contrario de l'idéologie domestique d'après-guerre qui célèbre le mariage et la famille nucléaire au sein de la classe moyenne blanche. Un premier stéréotype véhiculé dans la presse est celui des hommes blancs, physiquement aptes au travail, qui feignent une infirmité pour pouvoir frauduleusement toucher des aides sociales. J'aimerais juste commenter cette caricature parue dans le San Francisco Chronicle au tout début des années 60 et qui représente bien ce stéréotype de l'homme paresseux, puisque le tricheur de l'assistance, ici, de l'assistance sociale, le welfare chaser, est représenté sous les traits d'un homme blanc, ventripotent et dont les attributs, la redingote, le chapeau haute forme, le cigare, montrent bien qu'il n'est en réalité pas dans le besoin et qui pourtant s'engraisse sur le dos du gouvernement, de l'État et des contribuables. À bien des égards, le code visuel de cette caricature reprend un peu ce qu'on peut trouver dans les caricatures des barons voleurs du 19e siècle, qui paraissent dans le magazine Puck à la fin du 19e siècle. Et donc, cela renforce cette idée que des hommes blancs parasitaires et qui s'engraissent ici à présent sur le dos des contribuables. Cette même image est reprise dans un quotidien de la ville de Albany, dans l'État de New York, à la même époque, où on voit bien qu'il faut remettre au travail les inactifs, les paresseux, idlers, dans cette photo, qui ont pris pour habitude de se reposer sur leur chèque d'allocation. Et là aussi, on voit que la corpulence de la figure masculine représentée suggère que ces hommes ne sont en réalité pas dans le besoin et qu'il faut au contraire les remettre au travail. De fait, dans le contexte de l'idéologie domestique de la guerre froide, les réformes sociales cherchent à contraindre les hommes à assumer leur rôle de chef de foyer selon le modèle du breadwinner ou le modèle du chef de famille qui sous-tend les politiques sociales depuis le New Deal. Jusque dans les années 60, ces réformes, principalement locales, prises dans les États, visent en effet à faire travailler les hommes, et notamment les hommes blancs. Et je prendrai ici l'exemple spécifique des réformes de l'État de New York. À partir de 1942, et ce jusque dans les années 60,
les législateurs de l'État de New York s'attachent à mettre au travail les bénéficiaires d'allocations grâce au système du Work Relief, hérité de la Grande Dépression. Selon ce système, l'assistance sociale est attribuée aux hommes employables sous la forme d'un salaire en contrepartie d'un travail d'intérêt public. Ces hommes sont ainsi employés sur des projets de construction, de préservation des forêts ou encore de déneigement, et renvoient donc à des tâches assez physiques. Le dispositif de Work Relief, de fait, est dès sa conception genré et racisé. À l'origine, en effet, les parlementaires de l'État de New York l'envisagent comme un dispositif à destination d'hommes blancs qu'il faut forcer à participer à l'effort de guerre, donc dans les années 40, afin d'éviter d'avoir recours à une main-d'œuvre africaine-américaine qui aurait été importée du sud des États-Unis. Le travail occupe ainsi une place centrale dans la construction de la masculinité blanche, définie réellement par l'éthique du travail. Plus tard, dans les années 50, le chômage des hommes en bonne santé, désignés comme des able-bodied men, semble plus que jamais paradoxal dans le contexte de prospérité économique de la décennie. En 1956, par exemple, Stuart Coates, le directeur des affaires sociales du comté de Schuyler, un comté rural au nord de l'État de New York où les bénéficiaires sont majoritairement blancs, vante le travail comme une vertu masculine. Il écrit ainsi au gouverneur de l'État que les projets de Work Relief ont par le passé, je cite, « rendu les hommes heureux et les ont maintenus en bonne santé, si bien qu'ils sont en mesure à présent de subvenir aux besoins de leur famille grâce à leur travail. » À New York, des administrés écrivent à leurs élus pour soutenir ce genre de dispositif et montrer leur opposition à ce que des hommes valides et aptes au travail puissent percevoir des allocations sans contrepartie. Par exemple, Stephen Hurwitz de Manhattan écrit à son sénateur en 1961 « Je ne comprends pas comment il peut être illégal de demander à un homme en bonne santé de travailler pour son argent. » Un habitant du comté de Nassau dénonce à la fois, je cite, « les femmes qui ont de nombreux enfants illégitimes et les hommes paresseux qui vivent des impôts des contribuables. » On voit donc ici que pour les hommes, c'est bien le travail qui fonde le droit aux aides sociales. Le double stéréotype, celui des femmes licencieuses et des hommes paresseux, est particulièrement invoqué à un moment où les critiques sont de plus en plus affriquées aux Africains-Américains, dans les années 60. De fait, à la fin des années 50, les politiques sociales se recentrent sur la structure des familles noires. Pour résoudre ce qu'ils désignent comme le problème de la famille noire matriarcale, comme ils la désignent, les élus et les administrateurs sociaux cherchent à contraindre les hommes noirs à la responsabilité familiale dans les années 60. Plusieurs facteurs expliquent ce recentrement. Tout d'abord, ADC devient le premier programme social du pays, avec quelques 3 millions de bénéficiaires en 1960. Et de plus en plus de bénéficiaires sont des femmes noires, divorcées, non mariées. Et donc, pour les élus et les administrateurs sociaux, la famille noire, dite matriarcale, est de plus en plus perçue comme le terreau d'une culture de la pauvreté qui se transmet de génération en génération et que les politiques sociales doivent briser. Deux orientations sont donc possibles pour les politiques sociales à cette époque. Premièrement, imposer les normes de la famille blanche à la famille noire grâce à des dispositifs qui vont reconstituer les familles nucléaires en ramenant notamment les hommes noirs dans les foyers et sur le marché du travail. Ou alors, contraindre les femmes noires au travail dans la mesure où elles contreviennent aux normes domestiques pensées pour les familles blanches. Si c'est la deuxième option qui va être très largement choisie à partir des années 70, les hommes font néanmoins toujours l'objet d'injonctions pour assumer leur rôle de chef de famille et notamment leur responsabilité financière. Le stéréotype des pères irresponsables est notamment bien illustré par cette caricature du St. Louis Globe Democrat intitulée « It should be father who pays », parue en 1961, et où elle suggère qu'effectivement c'est au père de payer pour l'éducation des enfants illégitimes et où l'on voit que le bras viril et musclé de l'État est justement destiné à contraindre les hommes impécunieux à assurer ses rôles et ses responsabilités financières. En plus de la contrainte au travail, les politiques sociales vont donc viser à contraindre les hommes, et en réalité de plus en plus les hommes noirs, à devenir des chefs de famille ou alors à payer des pensions alimentaires.
Cela passe notamment par la traque des pères déserteurs au moyen de fichiers centralisés. À New York, en 1961, les parlementaires de l'État créent un fichier central de localisation des pères qui ont abandonné leur foyer. Il doit contenir les informations suivantes: le nom complet de l'homme, ainsi que les faux noms qu'on lui connaît, sa date et lieu de naissance, une description physique, son numéro de sécurité sociale, la liste des emplois qu'il a occupés, son dossier militaire, son casier judiciaire et toute autre information jugée utile pour le retrouver. Le directeur de la State Charities Aid Association, l'une des plus anciennes associations caritatives de New York, approuve le dispositif parce qu'il estime, je cite, qu'un homme peut abandonner son enfant, puis déménager dans un autre comté pour s'acoquiner avec une autre femme, sans risquer d'être jamais retrouvé, ni tenu d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Il peut même recommencer ce numéro plusieurs fois. À chaque fois qu'il abandonne un foyer, il contraint femme et enfants à dépendre d'allocations pour survivre. Le dispositif a donc une justification morale plus que financière. Les hommes à la sexualité débridée, irresponsables, doivent être contraints à se conformer aux normes de la masculinité respectable. À la même époque, l'État fédéral se dote également de moyens similaires. En décembre 1961, notamment, le ministre des Affaires sociales de l'administration Kennedy établit de nouvelles règles pour lutter contre la désertion familiale, identifiée comme l'un des principaux facteurs de pauvreté. Les États sont pour cela enjoints de se doter d'un bureau dédié à la localisation des pères déserteurs. Et donc le rôle des politiques sociales est bien d'encourager le modèle de la famille nucléaire autour d'un chef de famille salarié. Progressivement, les libéraux des années 60 vont imaginer des dispositifs spécifiques pour les hommes noirs. Et c'est notamment tout l'objet du rapport de Daniel Patrick Moynihan, paru en 1965, intitulé The Negro Family, The Case for National Action, qui a provoqué une grande controverse au moment de sa publication et également dans les décennies suivantes, parce qu'il a très clairement codifié le problème de la famille noire matriarcale, telle que les administrateurs libéraux la définissaient à l'époque, que l'auteur qualifie de pathologique. Selon son analyse, l'absence d'un chef de famille au sein des familles noires les précipite dans la pauvreté. Et donc, pour y remédier, il faut contraindre les hommes noirs à assumer ce rôle. Par conséquent, la recommandation de Moynihan, et c'est son premier objectif au moment où il écrit le rapport, est de mettre en place un vaste programme d'emploi public à destination des hommes noirs spécifiquement, afin de retrouver la division genrée des hommes au travail et des femmes au foyer au sein de ces familles. De fait, selon l'historienne Eileen Boris, les programmes de la guerre contre la pauvreté entreprise par l'administration Johnson dans les années 60, tels que Job Corps ou Neighborhood Youth à New York, sont destinés à transformer les jeunes hommes noirs en breadwinners salariés. En conclusion, à partir de la fin des années 1960 et plus encore dans les années 70, les réformes de l'aide sociale changent d'objectif, notamment sous l'influence des élus sudistes au Congrès, comme l'ont dû commenter beaucoup d'historiennes. Il s'agit désormais de faire travailler les femmes noires, une main-d'œuvre bon marché pour les entreprises privées. À la fin des années 70, Ronald Reagan, qui cherche déjà à devenir président des États-Unis, fustige ainsi le stéréotype de plus en plus puissant des welfare queens africaines-américaines qui multiplient soi-disant les faux noms et les fausses adresses pour cumuler les allocations. Moins présents dans les discours politiques, les stéréotypes masculins persistent, notamment sous la forme des deadbeat dads médiatisés dans les années 80, c'est-à-dire des hommes bien souvent noirs qui ne payent pas leur pension alimentaire. Il y a pourtant peu d'études sur les dispositifs et les discours s'adressant spécifiquement aux hommes pauvres aux États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui restent par conséquent assez invisibilisés. Il y a peu de choses également, à ma connaissance, sur des mobilisations qui auraient été menées par ces hommes contre ces dispositifs spécifiques. Il y a donc un manque, dans un sens, dans l'historiographie de la pauvreté états-unienne qui, ces 15 dernières années, a beaucoup documenté les mobilisations des femmes noires, notamment au sein du Welfare Rights Movement de la deuxième partie des années 60. Donc, je ne prétends pas que ma présentation ait comblé ce manque historiographique, mais j'espère avoir quand même esquissé des pistes de réflexion et peut-être de recherche ultérieure autour des grands thèmes qui ont quand même agité les débats sur les politiques sociales, en tout cas dans le nord des États-Unis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Merci.
Merci beaucoup pour ces présentations où j'ai dit au début que je n'étais pas spécialiste dans les normes masculines, mais en écoutant vos présentations, j'étais vraiment impressionnée par le rapport entre les normes genrées, bien sûr, masculin et féminin, et aussi le lien entre l'individu et la famille, l'individu et la société, ce qui sont des questions très pertinentes pour mes propres recherches. Et donc, peut-être juste pour commencer, Tamara, la question de la famille nucléaire est très importante pour votre travail. Et donc, je serais intéressée si vous pouvez développer un peu sur l'idée financière de la famille nucléaire qui est menée, bien sûr, par un homme qui subvient aux besoins de sa famille et son rôle dans le discours normatif qui est juxtaposé beaucoup avec ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et aussi peut-être la dimension de classe qui est très important, mais vous n'avez pas beaucoup parlé dans les images. Est-ce que c'est tous les hommes qui sont paresseux? Est-ce que c'est des hommes pauvres? Et donc la question de pauvreté et de la classe aussi pour les hommes blancs, et je trouve très intéressant pour votre travail. Effectivement, la notion de classe, elle est essentielle parce que, bien sûr, c'est quand les élus, les administrateurs, voilà, vont être mobilisés la question de la paresse, c'est pour expliquer ce recours à l'aide sociale. Et c'est un peu le glissement qu'on voit en gros des années 30 aux années 60, où dans les années 30, dans le cadre des agences du New Deal, la contrainte au travail, enfin en tout cas la remise au travail des hommes, elle est censée pallier les effets de la Grande Dépression et donc le chômage de masse qui s'est développé de manière structurelle à ce moment-là, sans nécessairement que des arguments moralisateurs soient mis en avant. Mais c'est en raison de la persistance, enfin de ce qui dans les années 50, les années d'après-guerre, est désigné comme le paradoxe de la persistance de la pauvreté autant de la prospérité économique que l'argument plus moralisateur de la paresse ou de fait d'être réfractaire à l'effort va être mobilisé, ce qui n'est pas forcément le cas pour des explications plus structurelles qui vont justifier, par exemple, des dispositifs de remise au travail, avec bien sûr l'idée que le rôle financier de l'homme au sein du foyer est central, alors même que dans les années 50, la société américaine change énormément et beaucoup d'historiennes ont mis en avant le fait que la norme de la famille nucléaire qui est vraiment portée au nu, notamment dans le contexte de guerre froide, n'exclut pas en réalité d'autres formes familiales qui sont en réalité nombreuses, et aussi avec le fait qu'en réalité, les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le marché du travail dans les années 50. Donc c'est vrai que la glorification du rôle financier de l'homme au sein des familles, c'est une construction parce que les femmes, de fait, sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le marché du travail, et aussi les femmes mariées notamment. Donc les familles sont de plus en plus des familles où les deux membres vont apporter un revenu. Donc c'est vrai qu'il y a une prescription qui est forcément très normée, très schématique, imposée aux familles pauvres, alors même qu'elle ne représente pas forcément la réalité strictement parler, de la société américaine et des familles américaines à ce moment-là. Voilà, j'espère avoir répondu un peu à Oui, vos oui, à vos oui, 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 interrogations. tout à fait. Je voulais juste avoir un peu votre avis sur le fait que c'est au début du XXe siècle où les syndicats commencent, donc pour les hommes ouvriers, commencent à demander un salaire familial. Donc, Mmh. c'est-à-dire construire cette idée que chaque homme peut subvenir à sa famille. Oui, bien sûr, et en fait, la justification des aides de faire travailler un homme en contrepartie, d'une allocation qui vient de l'État est censée un peu,
remplacer ce salaire qui n'existe pas par un emploi, alors même que, en réalité, l'allocation qui est donnée, bien sûr, n'est pas du tout à la hauteur d'un living wage. Donc il y a une le dispositif est aussi fondé sur une illusion que, la politique sociale va recréer une forme de marché du travail, alors même que, le salaire qui est accordé et c'est la même chose que les allocations qui seront données aux femmes, seules avec des enfants à charge, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler un salaire de subsistance nécessaire. Je vais passer la parole à Jean-Paul Rocky qui a demandé de poser quelques questions. J'aurais voulu avoir quelques informations ou précisions, Tamara, sur certains aspects de votre communication, de votre étude, concernant la stéréotypie de la paresse accolée aux hommes blancs. Est-ce que dans la littérature critique que vous avez utilisée, il est fait mention, et est-ce que c'est d'abord pertinent, euh, de la volatilité, de la labilité du stéréotype, en l'occurrence sur le plan racial, puisque le stigmate et le stéréotype de l'homme paresseux est aussi central dans la représentation des hommes noirs africains-américains. Donc, je me demandais si c'était une piste pertinente pour vous, et auquel cas, qu'est-ce que ça signifierait en fait que ce stéréotype-là, historiquement situé et marqué dans la communauté noire américaine, puisse être utilisé contre les hommes blancs? Est-ce que ce serait une forme de racialisation, de la même façon qu'on a ce type d'interaction et d'échange entre la conception du métissage et de l'homosexualité au 19e siècle, à la fin du 19e siècle en Europe? Ça, c'était le premier point. Et une seconde question qui est quand même en rapport avec celle-là, c'est celle aussi de savoir si dans la littérature critique que vous utilisez, il n'est jamais fait mention de cette double injonction qu'on pourrait en fait qualifier d'un double bind, qui consiste à contraindre les Noirs américains à travailler, alors que le système dans lequel ils vivent les prive bien évidemment, une intégration sociale et une progression économique au même titre que la communauté blanche. Est-ce que cette contradiction profonde, qui est quand même la marque de système d'oppression, est relevée dans l'étude que vous faites? Alors, je vais répondre donc rapidement. C'est vrai qu'il y a une profonde contradiction que vous avez relevée entre l'injonction de travail et le fait que, de fait, les hommes noirs sont privés d'un accès égal au marché du travail dont peuvent bénéficier les blancs. Alors les historiens, oui, relèvent cette contradiction. Les acteurs de l'époque contemporain, beaucoup moins. Et en réalité, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, par exemple, effectivement, dans les années 30, les Africains américains vont être complètement exclus en fait, des agences de remise au travail du New Deal, comme la WPA. Et donc, effectivement, s'il y a une injonction de travail, en réalité, dans un sens, les dispositifs qui sont mis en place sont fermés à cette population. Et donc, c'est vrai qu'il y a là une profonde contradiction. C'est vrai qu'en réalité, par exemple, si on prend l'exemple du rapport Moynihan, le rapport Moynihan va reconnaître qu'effectivement, à cause des discriminations, les hommes noirs sont privés d'un marché du travail auquel les autres hommes peuvent avoir accès. Et c'est pour ça que l'État doit un peu se substituer à ce système et proposer des emplois publics, voilà, avec l'idée que c'est une phase transitoire nécessaire à la reconstitution des familles centrée autour d'un chef masculin, bien sûr.
En ce qui concerne, oui, la stéréotypie de la paresse, c'est vrai que ce qui ressort, c'est vraiment l'image d'une dégradation, donc une masculinité dégradée, par les hommes blancs, en effet. Alors, avec les sources dont je dispose, je ne suis pas sûre que je puisse affirmer ou infirmer effectivement le fait qu'il y ait, enfin, que cette dégradation, elle veuille aussi dire que, on va associer hommes blancs et la paresse des Africains, américains. Mais je pense que oui, c'est une question un peu à creuser. Le fait est que dans le nord des États-Unis, déjà à cette époque, les administrateurs, les élus prennent énormément de précautions quand même quand ils parlent de pauvreté. Les discours sont très généralement indifférents à la couleur et à raison, parce qu'ils ont bien évidemment conscience qu'en tant que libéraux du Nord, ils doivent se dissocier des discours qui peuvent exister au Sud. Et donc, dans les discours qui existent au Nord, c'est assez difficile, je pense, de démêler ces sous-entendus à une époque où les définitions sont en train de changer, où la population qui bénéficie d'aide sociale est aussi en train de changer. Donc, voilà, j'ai envie de dire qu'avec les sources dont je dispose, on peut, en tout cas, pour sitôt dans la chronologie, c'est difficile d'aller jusque-là peut-être.